Bien, bonsoir, merci beaucoup d'être présent ici. Alors j'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignant, en commençant par être professeur de marketing, puis ensuite professeur de transition énergétique, et puis ensuite encore professeur de transition écologique et sociale. Et donc ce soir, le sujet que vous avez, qui est ici, c'est le marketing au service de la transition écologique et sociale. Je mets un point d'interrogation et je vais vous parler du pouvoir des récits. Quand j'ai commencé à enseigner le marketing, il n'y avait pas tellement d'incompatibilité puisque je n'enseignais pas les sujets de transition. Et puis un jour, puisque dans mes travaux de thèse, j'avais intégré les sujets environnementaux et que les sujets de transition montaient, je me suis dit qu'il était intéressant de pouvoir développer des contenus à destination des étudiants qui traitaient d'abord de la transition énergétique, je l'ai dit tout à l'heure, et puis ensuite de la transition écologique et sociale, et je reviendrai sur la distinction entre les deux. Et puis est arrivé ce qui devait arriver, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu des étudiants qui suivaient à la fois mes cours de marketing, mais qui suivaient également mes cours de transition écologique et sociale. Et un jour, j'ai eu cela. J'ai eu une étudiante qui suivait le matin le cours, on était en 2019, elle suivait le matin mon cours de marketing, mon cours de transition écologique, pardon, et l'après-midi, elle suivait mon cours de marketing. Et pendant le cours de marketing, au bout d'un moment, elle a jeté son stylo sur la table. Alors devant le geste qui était assez étonnant, je ne m'attendais pas à ça de sa part, je me suis arrêté et puis je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle avait eu ce comportement-là. Elle a dit un mot très clair, elle a dit l'incohérence. L'incohérence entre le matin où vous nous expliquez qu'il va falloir faire de la sobriété, qu'il va falloir réduire la consommation, qu'il va falloir être dans un monde moins extractiviste, et l'incohérence avec l'après-midi où dans ce cours, vous nous donnez tous les outils et toutes les méthodes pour faire en sorte que le consommateur achète plus et plus. Bon là, j'ai arrêté mon cours. Et à partir de ce moment-là, on a une grande discussion qui s'est ouverte. Et ce que j'aimerais faire ce soir, c'est vous proposer un peu une synthèse de cette discussion et vous montrer en quoi il n'y a pas forcément incompatibilité. Pas toujours. Alors d'abord, premier point, qu'est-ce que la transition écologique et sociale ? C'est relativement simple, finalement, c'est faire en sorte qu'on ait une planète qui soit viable à plus ou moins long terme, ou à court terme et à long terme, et qu'on vive dans un écosystème sûr pour une humanité qui vive avec sérénité dans cet écosystème ou dans ces écosystèmes. Alors bien souvent aujourd'hui, quand on parle de la transition écologique et sociale, le volet social, c'est celui de l'humanité. C'est une approche très anthropocentrée qui consiste à dire on veut une planète pour nous, humains, qui soit viable. C'est pour ça qu'on parle de transition écologique et sociale. Ce n'est pas que ça, on va le voir après. Quand on parle de transition écologique, bien souvent, ce sont ces deux volets qui apparaissent. D'un côté, c'est le volet qui a trait à la décarbonation, première limite planétaire très importante, une limite fondamentale, le changement climatique. Le fait de brûler des émissions, de brûler des fossiles libère du CO2, et notre objectif, c'est de faire en sorte de décarboner le mix énergétique et de réduire la consommation de fossiles pour éviter de trop réchauffer notre atmosphère et d'acidifier nos océans. Alors les techniques qui sont proposées, c'est par exemple l'usage d'éoliennes. Vous avez ici des éoliennes offshore qu'on trouve au large des côtes néerlandaises, mais qu'on trouve également à côté de chez nous au niveau de Saint-Nazaire. Vous avez en dessous un système de miroirs thermodynamique. Le principe, c'est que vous avez une centrale thermodynamique, vous avez des miroirs qui captent la chaleur du soleil. Cette chaleur, elle va dans un tube qui descend sous terre. Vous avez des bassins qui chauffent et ça permet de faire du turbinage et de produire de l'électricité, là aussi bas carbone. Donc un premier volet, je le disais, qui avait trait à la décarbonation. Un deuxième volet qui a trait à la régénération des écosystèmes. Nous arrachons à une vitesse grand V la biodiversité, le vivant dont nous avons tant besoin. On a en haut des ressources naturelles que l'on trouve dans des réserves, et le principe des réserves qui va croissant à l'échelle du monde, c'est de faire en sorte de laisser la biodiversité repartir dans certains espaces. Et puis en bas, vous avez une autre forme de régénération, notamment au niveau des pêches. Les eaux françaises sont plus poissonneuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a une dizaine d'années par un grand travail de gestion au niveau des pêches. Et bien là aussi, c'est faire en sorte d'augmenter ou de remettre en place un niveau de biodiversité qui progressivement s'en va. Un des problèmes de la transition écologique et sociale, c'est qu'il est souvent pris, je vais dire quelque chose très désagréable ici, il est souvent pris par le côté technique, et l'approche des ingénieurs est certes très intéressante pour faire de l'efficacité, mais bien souvent on est confronté à ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons ou l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi ? Eh bien, c'est de dire que si finalement, à l'unité, on a amélioré l'efficacité énergétique d'un produit, d'un bien ou d'un service,
Eh bien, paradoxalement, on voit la consommation énergétique globale de ce produit, ce bien ou ce service augmenter. Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons parfaitement humaines, parfaitement sociologiquement compréhensibles, et je vais vous le montrer tout de suite à travers 2 exemples. Premier exemple, on peut prendre l'ampoule. Une ampoule à incandescence qui faisait 100 watts, son équivalent aujourd'hui en ampoule LED fait 12 à 13 watts pour la même intensité lumineuse. Donc on pourrait se dire qu'on a divisé par 6 ou 7 la consommation d'électricité relative à l'éclairage en France ou en Europe. Eh bien perdu, aujourd'hui nous utilisons plus d'électricité pour l'éclairage que nous n'en utilisions il y a une quarantaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'on a augmenté l'intensité lumineuse des logements, parce qu'on a augmenté le nombre de lampes de chevet, le nombre d'ampoules qu'on a chez nous, parce qu'on éclaire les périphériques, parce qu'on éclaire les villes beaucoup plus qu'on ne les éclairait il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Deuxième exemple que vous avez ici, l'automobile. On a amélioré l'efficacité des moteurs thermiques, on l'a largement amélioré au cours des 40 dernières années, et pour autant la consommation globale de carburant pour la mobilité a augmenté et n'a eu de cesse d'augmenter. Pourquoi ? Parce que malgré les moteurs plus efficaces, on a augmenté la vitesse de déplacement des véhicules. Un Paris-Marseille dans les années 70 se faisait à 90 km/h, aujourd'hui il se fait à 130 km/h, à 134 au régulateur, diront certains. Deuxième chose, on a augmenté la masse des véhicules. Et puis le troisième élément, c'est qu'on a augmenté le parc, on a augmenté le nombre de véhicules. Et donc on voit bien à travers ce paradoxe de Jevons qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à lancer une transition écologique et sociale à la hauteur des enjeux qui nous attendent, précisément à cause de ces effets rebonds qu'on a beaucoup de mal à maîtriser. Deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est le marketing. Premièrement, le marketing, c'est une discipline relativement récente. Ça démarre à peu près aux alentours des années 50-60. En haut, vous avez Chaplin, les temps modernes, c'est la période 1850-1950. C'est un siècle de développement pour équiper les ménages, pour faire en sorte que les foyers disposent progressivement de tous les biens matériels d'une société dite moderne, c'est le progrès. Et puis à partir des années 50, 60, on arrive à saturation sur un ensemble de marchés, notamment le marché nord-américain, mais également le marché européen. Et donc on a tout un ensemble de produits qui commencent à être arrivés à maturité, et il devient difficile de vendre les produits. Donc, que font les entreprises ? Eh bien, elles développent les narratifs, les récits, notamment à travers le marketing, en faisant en sorte de pousser les consommateurs à aller plus loin, à acheter plus d'équipements que ce qu'ils n'auraient imaginé au départ. Et c'est ce que vous voyez ici, par exemple, avec la promotion de la société de consommation américaine des années 60, avec monsieur à droite qui regarde le football sur sa télévision dans le salon, pendant que madame à gauche regarde une ménagère travailler avec des produits ménagers ou autre chose, avec sa fille, avec une télévision pour elle également, dans la cuisine qui lui appartient bien sûr. Eh bien, ce modèle de société, c'est un modèle de progrès et de modernité qui a été véhiculé par beaucoup d'outils, et le marketing à travers ces images, comme celle-ci, nous permet vraiment de faire des modifications en profondeur des comportements collectifs et de société. Alors, quelques exemples d'images particulièrement prégnantes. Vous avez à gauche une publicité pour les cigarettes gitanes qui date de 1931. Et ce que vous voyez ici, la femme ici tient une cigarette en hauteur. C'est un symbole qui a été reproduit, qui date de 2 ans auparavant, 2 ans avant cette publicité, en 1929, à New York. Il y a une parade, et dans les rues New York, un ensemble de femmes sort en même temps la cigarette de son vêtement et la dresse en hauteur comme ça. C'est ce qu'on a appelé le flambeau de la liberté. Le flambeau de la liberté, le symbole d'émancipation des femmes, l'autonomisation par rapport à une société patriarcale, etc., la liberté. Ça venait pas de nulle part. C'était un récit qui avait été travaillé avec les cigarettiers parce que eux voyaient là une manne captive qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été cherchée. C'était qui ? C'était les femmes qui ne fumaient pas jusqu'à présent. Donc l'idée derrière ces publicités, c'était de faire en sorte de vendre les cigarettes. Et la symbolique qui est ici à travers cette image s'est propagée. Et aujourd'hui encore, beaucoup de femmes continuent à fumer. Et ça date de ces années 30 avec des récits ancrés dans des images. La deuxième image que vous avez ici, c'est l'opération du riz pour la Somalie. On est en 92, on a une sécheresse remarquable en Somalie et une famine qui s'ensuit tout à fait conséquente. Bernard Kouchner, qui est à l'époque ministre de la Santé, décide de mettre en place une grande campagne marketing, une campagne de communication très puissante, et notamment cette image choc. Et j'ai le souvenir, enfant, d'avoir donné des sacs de riz. 70 000 écoles l'ont fait en 1992, où les enfants venaient et apportaient chacun 1 kilo de riz, qui ensuite était envoyé par bateau depuis Marseille. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable, de se dire qu'en quelques semaines, on a mobilisé une population française qui était certes consciente de la famine dans le monde, mais qui n'était pas particulièrement concernée
d'un seul coup, on a fait une adhésion profonde avec la population française qui se mobilise dans toutes les écoles de France pour faire en sorte de délivrer des produits comme du riz par exemple. Dernière image, la puissance du symbole encore une fois. Vous avez ici une photo qui a été prise par la première exploration avec des humains qui faisaient le tour de la Lune, notre satellite naturel. L'objectif, c'était de photographier la face cachée de la Lune. Sauf qu'en fait, ce qui a été retenu, c'est absolument pas la face cachée de la Lune, c'est plein de cratères pas très intéressants. C'est ça. C'est qu'au retour, eh bien, ils sont tombés sur une planète magnifique. Ils ont fait cette photo, c'est William Anders qui fait la photo à ce moment-là, on est le 24 décembre 68. Et cette photo, elle sera considérée en 1995 comme la photo environnementale la plus influente du XXe siècle. Elle a marqué des générations entières qui ont pris conscience de la fragilité de la planète à travers cette image où on voit à la fois la beauté, mais aussi la fragilité. Et derrière cela, on voit que 50 ans plus tard, l'effet est toujours présent. William Anders disait en 2018, il est mort en 2024, « Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la Lune, mais le plus important, c'est que nous avons découvert la Terre. » Et la NASA, qui travaillait beaucoup sur les récits pour pouvoir bénéficier des financements, eh bien, elle a joué aussi beaucoup du marketing avec les images puissantes qu'elle recevait de ses astronautes. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas face à une révolution industrielle, nous ne sommes pas face à une révolution technique, nous sommes confrontés à une révolution écologique. Alors oui, on en a parlé, on a commencé à amorcer une transition écologique et sociale, et finalement, on ne va pas assez vite et on s'en rend bien compte. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble de curseurs qui sont au rouge et les trajectoires sont extrêmement mauvaises. Et la proposition un peu audacieuse que je fais ici, eh bien, c'est de faire en sorte que les outils du marketing qui sont extrêmement puissants pour inoculer, pour faire en sorte que les personnes progressivement intègrent dans leur chair et dans leur âme la nécessité, le désir d'acheter un produit ou de penser de telle ou telle manière, que ces outils-là puissent être mis au service d'une transition écologique et sociale dont on a bien besoin. Travailler sur des récits qui sont sur la régénération, ça fait partie des sujets qui sont très peu abordés aujourd'hui, et le marketing ne s'en empare pas, mais on voit une montée en compétences progressive des entreprises sur ces sujets. Alors un bel exemple, je trouve ça très intéressant, un exemple de décarbonation, le vélo cargo. Le vélo cargo, on le reprend dans les années 80 ou 70, c'est le symbole de la pauvreté, c'est quand on n'a pas les moyens d'acheter une voiture. Là, ici, vous avez des femmes qui déplacent des nasses de riz. L'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est de se déplacer avec les moyens du bord. Donc, le vélo cargo, c'est assimilé d'abord à la pauvreté. Puis, dans les années 2000, on commence à l'associer à la virilité. C'est ce que vous avez ici, avec un Gus hyper solide, en train de trimballer des fûts de bière et des pneus à une vitesse pas possible, sans casque, bien évidemment. Et puis, aujourd'hui, on en a fait un objet de désir et d'affirmation sociale pour des populations urbaines, éduquées, des familles, des hommes, des femmes, qui utilisent ces objets au quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est 20 ans de marketing dans les entreprises de vélo cargo. La marque est au centre ici, aujourd'hui, elle délivre beaucoup de vélos cargo qui sont plus à destination des sportifs alors que c'était leur âme initiale. Elle délivre pour les familles. Vous avez ici un très beau slogan d'une autre marque, c'est « Meet your next car », rencontrez votre prochaine voiture. Et toute la symbolique qui est derrière, qui permet d'avancer vraiment sur la décarbonation de la mobilité, travaille à des centres-villes apaisés, etc. Et les images qui sont proposées entrent dans les imaginaires au point qu'à un moment donné, l'inconscient dépasse et qu'on se retrouve avec des personnes qui achètent ces vélos au lieu d'acheter des voitures pour le centre-ville. Alors pour conclure, je pense qu'il nous faut créer des récits qui soient à la fois collectifs, motivants, et qui nous permettent de penser demain avec enthousiasme. Alors les photos qui sont ici, ce sont des photos d'artistes, je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemblera demain. Mais en tout cas, un monde comme celui-ci, avec beaucoup d'intégration de la verdure, me semble beaucoup plus aligné avec les enjeux planétaires, mais il semble complètement délirant aujourd'hui. Et donc, il y a peut-être un entre-deux à trouver, très certainement, mais c'est pas à moi de le faire, je pense que c'est tout à ces générations de marketeurs qui sont particulièrement affûtés et qui s'engagent dans le marketing et qui souvent sont déçus. Déçus pourquoi? Parce qu'en fait, ils vendent des produits ou des services avec très peu de sens derrière. Mais les étudiants que je suis en marketing, la plupart du temps, ils viennent pas au marketing par cynisme. Ils viennent là-bas parce qu'il y a une stimulation intellectuelle à essayer de comprendre la boîte noire du consommateur, à comprendre l'histoire qu'il y a derrière un produit, à faire en sorte aussi de comprendre la sociologie, la psychologie des individus. Eh bien, j'aimerais que ça, demain, ce soit vraiment au service de récits motivants, inspirants, et je vous remercie.